Nous allons pouvoir commencer cette audition. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc, nous poursuivons nos auditions consacrées à l'autoroute A69. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Jean Castex, ancien Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie d'avoir accepté sans hésiter de venir devant notre commission d'enquête, malgré les responsabilités qui sont les vôtres actuellement. Je rappelle, et je me permets de le faire devant cette commission, que vous avez été Premier ministre de juillet 2020 à mai 2022, après de nombreuses expériences dans la fonction publique, dans des cabinets ministériels et également comme élu local. Lors de votre mandat, vous avez relancé plusieurs projets routiers et autoroutiers, les estimant indispensables à l'aménagement du territoire. Mais preuve que les enjeux de notre temps ne vous échappaient pas, vous avez également signé en avril 2022 un contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. J'ai le plaisir également de rappeler à cette commission que vous êtes venu le 25 septembre 2021 à Lagarigue, à côté de Castres, dans le Tarn, pour dévoiler le nom du concessionnaire de l'autoroute A69, témoignant ainsi de votre intérêt pour le département. Vous aviez alors, et très justement, déclaré à cette occasion, et je me permets de vous citer, « Je viens réparer une injustice, je sais que vous attendiez cela depuis 30 ou 40 ans. » Votre déclaration faisait effectivement écho au combat de générations entières d'élus locaux attachés au désenclavement du bassin d'emploi Castres-Mazamet. Il reste évidemment qu'un dossier aussi complexe pose de nombreuses interrogations d'ordre environnemental, social, économique, sur lequel notre commission d'enquête souhaite faire le point. Vous avez exercé vos fonctions à la fin d'un long processus de 30 ans, y mettant en quelque sorte un point final, puisque l'annonce du concessionnaire ouvrait la phase d'autorisation environnementale, puis le passage aux travaux. Vous nous direz ainsi comment, depuis l'hôtel Matignon, vous analysiez ce dossier. J'arrête ici mes propos et vais laisser la parole à notre rapporteure, Madame Christine Arrigui, qui va rappeler les orientations de la présente audition. Je crois que vous avez reçu un questionnaire en ce sens. Préalablement, Monsieur le Premier ministre, je me permets de rappeler à notre commission que votre audition est publique et qu'elle est donc retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Monsieur Jean Castex, en application de l'article 6 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ». Monsieur Jean Castex, je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, et je donne la parole à notre rapporteure, Madame Christine Arrigui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie à mon tour Monsieur Castex de venir devant notre commission d'enquête. Mon propos, vous l'imaginez, va différer quelque peu. Vous vous en doutez de celui de Monsieur Terlier. Pendant vos fonctions de Premier ministre, soit quasiment 2 ans, vous avez lancé plusieurs projets d'infrastructure. Qu'il soit clair que pour moi, comme pour le groupe politique que je représente, les écologistes, il n'y a aucune hostilité de principe aux infrastructures. Elles sont nécessaires au fonctionnement d'un pays. Simplement, il importe que les décideurs politiques réinterrogent désormais leur pertinence au regard des enjeux climatiques actuels par une expertise holistique des mobilités favorisant les moins carbonés et les plus socialement justes. Je peux comprendre qu'au moment de l'exercice de vos fonctions, le processus préalable de l'A69 était bien avancé. Pour autant, si la DUP était publiée, le début des travaux devait être soumis à autorisation environnementale. Par ailleurs, rien ne vous interdisait une réflexion globale sur les orientations à donner à la politique des transports. Vous ne pouviez ainsi ignorer, en tant que chef du gouvernement, qu'un projet de loi était en préparation, celui qui a permis l'adoption du texte climat et résilience. Or, il ne s'agissait pas de n'importe quel texte. Préparé par la consultation d'une convention citoyenne et présenté comme une réponse à la crise des Gilets jaunes, il portait l'ambition de répondre à la crise sociale par des mesures écologiques. Mais visiblement, la crise écologique que le monde affronte depuis des années n'est pas au cœur ou n'a pas été au cœur de vos préoccupations. J'en veux pour preuve un fait très significatif. Lors de la discussion en séance publique, en première lecture, de ce projet de loi, le lundi 29 mars 2021, le gouvernement était représenté par Madame Pompili, et elle seule, pourrais-je ajouter. La présence du Premier ministre n'est certes pas une obligation, mais il s'agissait d'un texte présenté comme majeur pour l'action publique et politique, et beaucoup, dans et hors l'hémicycle, ont été surpris de votre absence. Une absence symbolique, au lieu d'une présence symbolique, qui aurait marqué le volontarisme de votre gouvernement. Ce projet d'autoroute, au lourd impact environnemental et socialement injuste,
présente la caractéristique d'être en totale contradiction avec les orientations annoncées par la majorité lors de la précédente législature. Je m'étonne donc, au regard de vos fonctions, que vous ayez poursuivi une politique du passé au lieu d'engager un travail prospectif et exigeant sur l'aménagement du territoire, conduit sur la base des urgences auxquelles les scientifiques ne cessent d'alerter. Tel est le sens du questionnaire que je vous ai adressé. Je me doute bien que vous n'avez pas travaillé au quotidien sur les clauses de la convention de concession. C'était le rôle du ministre des Transports et de ses services que nous avons auditionné ce matin. Vous êtes intervenu à la fin du processus, notamment pour la désignation du concessionnaire, que vous avez tenu à annoncer personnellement, sur place, le 25 septembre 2021. Le décret d'approbation du contrat a été pris, lui, le 20 avril 2022 et publié au journal officiel du 22 avril 2022, soit dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Ces précisions ne sont pas dénuées d'intérêt, car elles interrogent au regard du montage financier complexe du contrat de concession. Y participent d'une part 2 fonds d'investissement et d'autre part 2 partenaires industriels. Pour les fonds d'investissement, la société de placement, QUF, immatriculée en Suisse, dont le directeur France, Quaero, depuis 2014, et Sébastien Bourget, qui a précédemment travaillé entre 2006 et 2014 chez Edmond Rothschild. La société TIIC, immatriculée au Luxembourg, détenue à 10% par Edmond Rothschild, Private Equity, et à 19% par Siassi Saint-Honoré, fondée en 2007, et dont le directeur, Pierre Donesberg, a été facilitateur du financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Au titre des partenaires industriels, le groupe Ascendi, détenu par le groupe Ardillan, dont la présidente est Dominique Sénéquier, et au sein duquel Emmanuel Miquel, chargé de lever les fonds de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, est capital risqueur. NGE, détenu à 28% par Montefiori Investment, dont le président est Eric Bismuth, qui siège au conseil d'administration d'NGE, et l'un des conseillers seniors, Martin Vial, époux de Florence Parly, ministre lors de la signature du contrat, et représentante du Fonds stratégique de participation géré par le groupe Edmond Rothschild, et par ailleurs membre du conseil d'administration du groupe Pierre Fabre. Monsieur le Premier ministre, au regard de ces informations et préalablement à nos échanges sur le questionnaire que je vous ai adressé, je souhaite vous interroger sur quelques points. Dans le cadre des missions de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques par le Parlement, la participation de fonds d'investissement et de partenaires industriels, qui ont été des acteurs essentiels du financement de la campagne du candidat Macron, interroge sur le processus de sélection et d'éventuels conflits d'intérêts, d'où ma question. Comment ces relations ont-elles été considérées dans vos analyses ayant conduit à la désignation du concessionnaire? En d'autres termes, comment vous êtes-vous assuré, en tant que Premier ministre, que la présence de personnalités ayant des liens avec des levées de fonds de 2 campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron n'ait pas influencé de manière inéquitable le choix de NGE Concessions comme concessionnaire? Qui entoure le dossier, tant au niveau national, nous y viendrons, que local. Fermes solaires qui sont dans le contrat de concession grisé dans sa version couverte par le secret des affaires, et arrivée postérieure des entreprises locales dans le pacte d'actionnariat. Votre audition de ce jour, donc, Monsieur le ministre, a essentiellement pour objet de nous éclairer sur votre rôle lors de la phase de désignation du concessionnaire et de comprendre également, bien entendu, pourquoi la question majeure de l'urgence écologique a été absente de ce dossier. Mon questionnaire a été communiqué à l'ensemble de mes collègues, comme je le fais systématiquement pour toutes les auditions, afin que chacun ait le même niveau d'information quant au sens en faveur de la transparence que je souhaite donner à cette commission d'enquête. Par ailleurs, je souhaiterais vous interroger par rapport à la question du secret des affaires et que vous m'indiquiez votre point de vue sur ce dispositif, de façon à avoir une commission d'enquête prospective. Ce point de vue sur ce dispositif au spectre très large, ce sont les termes mêmes du ministre des Transports, M. Djebbari, ce matin, y compris dans le temps. Comment pensez-vous que puissent se concilier les droits du contribuable citoyen, le droit des contribuables usagers, avec un tel dispositif qui empêche l'accès à l'information, y compris pour les élus locaux, et à la transparence indispensable pour un débat éclairé dans le cadre des procédures de droit?
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, de répondre au questionnaire qui vous est soumis. Et évidemment, je vous engage à apporter dès aujourd'hui le maximum de réponses, et puis évidemment ultérieurement par écrit, si le temps nous était compté, par rapport à la richesse, je n'en doute pas, des débats qui vont animer cette commission et cette audition. Merci Madame la rapporteure. Avant de vous donner la parole, Monsieur le Premier ministre, je me permets de rappeler aux collègues qui souhaiteraient poser des questions, de le faire en se signalant auprès de Monsieur Taillé, et nous prendrons les questions évidemment dans l'ordre. Je me permets aussi également de rappeler le périmètre de cette commission d'enquête qui a trait donc au montage juridique et financier de l'autoroute A69. Même si nous sommes, j'allais dire, à un stade avancé de nos auditions, je pense que voilà, la répétition de ce qu'est le périmètre de cette commission d'enquête, j'allais dire, me permettre, compte tenu des éléments qui vous sont soumis, un élément important d'appréciation, notamment dans le cadre de vos réponses. Je me permets aussi également de venir faire état de ce que, et c'est une des différences notables, majeures et même essentielles avec Madame la rapporteure sur les éléments considérant qu'autour de cette autoroute A69, il y aurait une forme de manque de transparence. Je considère, moi, au contraire, que les auditions que nous avons pu mener montrent très clairement la transparence autour de ce dossier. Évidemment, il y a, comme dans tout contrat, notamment tout contrat de concession, des éléments qui sont soumis au secret des affaires et donc qui sont grisés. Et lorsque, et sans travestir les paroles du ministre des Transports, Djebari, de ce matin, quand il parle de spectre très large du secret des affaires, c'est qu'il faisait tout simplement référence à la définition qui en est donnée par le Code de commerce et qui permet effectivement un spectre très large de ce secret des affaires. Ma question peut-être, Monsieur le Premier ministre, que je souhaiterais vous poser à ce stade, et vous le savez, et vous l'avez rappelé, l'arrivée de cette autoroute A69 dans le cadre d'un long processus démocratique depuis de 30 ou 40 ans, et voilà, des constatations que vous pouvez faire qui n'ont pas vu le jour au départ, notamment lors des annonces du contrat du concessionnaire, notamment lors de la prise de DUP aussi également, le financement dans le cadre de la loi LOM de ce projet autoroutier, qui n'ont pas fait beaucoup de débats localement, et on voit aujourd'hui une montée très importante des contestations ultra-violentes, parfois et même très souvent, de personnes venant, j'allais dire, de bien ailleurs que dans le Tarn, et j'allais dire, pas forcément très préoccupées par les considérations des Sud-Tarnais quant à l'arrivée de cette infrastructure autoroutière qui doit désenclaver, je me permets de le rappeler, un bassin d'emploi Castres-Mazamet de plus de 80 000 personnes. Et donc peut-être avoir votre perception sur la montée de ces violences dans le cadre d'un processus démocratique qui s'est exprimé, et ce depuis de très nombreuses années. Je vous remercie et je vous laisse la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, messieurs les présidents, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés. Il est tout à fait logique et normal que je réponde à la convocation de votre commission. C'est un principe fondamental auquel je suis, comme vous, très attaché. Et je vais essayer de répondre aux questions que vous me posez. J'ai déjà vu, la rapporteure en a déjà posé un certain nombre. Je me suis demandé, en l'écoutant d'ailleurs, si les réponses n'étaient déjà pas contenues dans les questions. Bon. En tout cas, j'essaie de distinguer, si vous voulez bien, deux éléments qui ressortent de vos interventions à l'un et à l'autre. Il y a le contexte global dans lequel s'inscrit l'autoroute A69, en tout cas la décision de la réaliser, et puis, effectivement, le rôle qui a été le mien à un moment de cette procédure, que vous avez l'un et l'autre rappelé, qui est, dans une phase, l'annonce de la décision du concessionnaire retenu par l'État pour réaliser cet ouvrage. On est bien d'accord? Et ça se passe effectivement au mois de septembre 2021, dans le beau département du Tarn, dans la commune de La Garrigue, que vous avez cité. Je vous précise, je me souviens, parce que, bon, ça commence déjà à être un peu ancien, hein, je suis encore jeune, rassurez-vous, mais bon, il a fallu que je rassemble un peu mes souvenirs. Ce qui me revient, c'est que le motif de ce déplacement, je me suis beaucoup déplacé quand j'étais Premier ministre sur l'ensemble du territoire national. Le premier motif n'était pas de me rendre à La Garrigue,
Et il se trouve, donc parce que vous l'imaginez toutes et tous en difficulté, quand un déplacement prévu le 25 septembre 2021, ce dont on parle, il est prévu, organisé quelques semaines auparavant. Hein, bon. Et je me souviens que c'est le fait que M. Djebari ou mon cabinet, peu importe, m'ayant appris que, et j'y reviendrai, par le processus habituel, qui aboutit à la désignation des concessionnaires, un concessionnaire avait été désigné, que j'ai pris la décision de dire « Ah, je vais profiter de ce déplacement pour aller l'annoncer » parce que, effectivement, ce projet me paraissait important. Dans la présentation que l'un comme l'autre avait bien voulu faire de moi, il me semble manquer un petit élément important. Je suis élu, comme certains ici, d'Occitanie. Et cette région, chacun le sait, est chère à mon cœur. Alors, d'abord, le contexte, vous l'avez, étant le président que le rapporteur, élaboré. Oui, est-ce que vous y avez réfléchi, avez-vous dit, Madame la rapporteure, à des orientations globales en matière de mobilité? Est-ce que tout ça n'est pas contraire au texte climat et résilience que j'ai eu l'honneur de porter comme Premier ministre? Le président a dit, oui, vous avez porté d'autres projets routiers et autoroutiers. Mais alors, je veux vous dire qu'à l'un comme à l'autre, je me suis vivement intéressé aux questions de mobilité pendant la période où j'ai été Premier ministre. C'est une constante chez moi, ce sont toujours des sujets, je le prouve encore aujourd'hui, qui suscitent mon intérêt fort. Oui, Monsieur le Président, des projets routiers, autoroutiers, mais aussi ferroviaires. Hein, dois-je revendiquer le fait que j'ai relancé des trains de nuit, que j'ai rouvert des lignes ferroviaires dites des petites lignes, je ne sais pas trop ce que c'est, enfin des lignes d'aménagement du territoire, que j'ai relancé le train des primeurs entre Rungis et Perpignan, etc., etc. Mais aussi, je vais y revenir, en effet, et je le revendique politiquement devant votre commission, des projets routiers et autoroutiers. Vous savez, une des premières décisions que j'ai eu à prendre, un des premiers arbitrages que j'ai eu à faire lorsque j'ai été nommé Premier ministre au début du mois de juillet 2020, vous vous en souvenez en tout cas un certain nombre d'entre vous, c'est d'arbitrer le plan de relance que nous avons annoncé tout à fait à la fin du mois d'août. Et donc là, on est dans une période où la Covid, ça sera transitoire, baisse un peu en régime. Et donc, l'un des sujets du moment, c'est d'arbitrer le plan de relance. C'est pas, j'en conviens, Monsieur le Président, l'objet de votre commission d'antenne, mais le plan de relance, il est déjà dans les tuyaux, si vous voulez. Je n'arrive pas avec une page blanche. Mon prédécesseur en a fait beaucoup. Une de mes plus-values, Madame, Monsieur, c'est de rajouter des crédits pour les mobilités, et notamment pour le ferroviaire. Moi, je m'en souviens parfaitement. Bon. Et je vais tout de suite annoncer des décisions sur les primes à la pince, etc., pour le fret ferroviaire à Valenton dans les semaines qui suivent, parce que, justement, j'ai fait inscrire les crédits correspondants qui seront soumis à la délibération parlementaire dans le plan de relance. Donc, évidemment, les orientations générales en matière de mobilité, le développement des mobilités, fait partie des priorités politiques de mon gouvernement. On va venir ensuite à l'A69. Et évidemment, Madame la rapporteure, l'articulation, la conciliation de ces priorités avec l'impératif écologique ne m'échappe pas davantage. Vous dites, vous n'êtes pas venu pour le texte climat et résilience, vous y voyez un symbole. Vous avez tort, enfin, vous avez tort, vous avez votre opinion, madame, et je la respecte. Mais je pense que l'interprétation n'est pas la bonne. N'y voyez pas, en tout cas, si vous donnez à m'entendre, écoutez ce que j'ai à vous dire, n'y voyez pas un quelconque dédale. Il n'y a aucun texte où je sois allé dans les conditions comparables. Faites ça parce que ce n'est pas l'usage, que c'est le ministre en charge qui présente ça. Donc, ne surinterprétons pas, s'il vous plaît, ma présence ou mon absence à tel ou tel moment de la procédure parlementaire. Par contre, je me suis beaucoup personnellement impliqué dans ce texte climat et résilience. C'est un texte ambitieux,
au contraire introduisant trop de contraintes. Bon, ça, c'est le débat démocratique et chacun est libre de son opinion. Mais tout ça faisait partie du même ensemble. Et s'agissant des projets d'infrastructure que vous avez évoqués, ce qui me permet de venir à l'autoroute A69, évidemment, ça pour le coup, ça ne date pas de mon gouvernement, et toutes les procédures visant à mesurer l'impact environnemental, les compensations environnementales, la prise en compte des nécessités, en particulier de maîtrise de l'espace, d'ouverture de carrière, etc., tout ça a considérablement progressé. Alors on peut juger que c'est pas assez, qu'il faut en faire davantage, mais c'est inséparable de la conception même de ces projets. Un mot quand même pour dire, avant de venir vraiment à la 69, et vraiment pour faire le lien, vous avez parlé de la loi climat et résilience, nous avons, sous l'autorité du président de la République, engagé, amplifié, poursuivi mais amplifié, toute une série de dispositions visant à la décarbonation des transports. Je ne vais pas revenir devant cette commission sur la contribution des transports, du secteur des transports, et en particulier du secteur automobile, aux gaz à effet de serre. Bon. Et donc, des grandes décisions en lien avec l'Europe. J'ai moi-même annoncé le plan sur les bornes de recharge électrique. On va faire évoluer la voiture vers l'électrique, et vous connaissez toutes et tous ce long chemin qui n'est pas tout à fait terminé, les échéances européennes, etc. Mais on s'est résolument engagé là-dedans, et le plan de relance pour venir prévoyait aussi des dispositions là-dedans. Donc moi, Madame la rapporteure, je sois très clair, je le dis, je l'assume, c'est un choix politique. Bien sûr, personne ne peut en douter, nous avons en tout moyen renforcé les moyens de mobilité ferroviaire et collectif. J'ai cité beaucoup d'exemples, je pourrais citer l'appel d'offres dont j'ai annoncé à Tourcoing le résultat sur les transports urbains de voyageurs, cette fois-ci, dans votre région. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais j'ai aussi relancé avec les élus du territoire les lignes à grande vitesse, etc. Mais j'ai toujours dit, il faut aussi faire des choses pour la route et les routes. Et d'autant plus, encore une fois, si nous allons, puisque c'est bien la cible, vers des véhicules propres, ce qui est indispensable, il faudra bien que ces véhicules propres roulent. Bon. Donc, je suis élu depuis toujours et natif de territoires ruraux. Il y a besoin de tout. Alors, si vous demandez les orientations, c'est bien celle-là, évidemment, dès lors qu'on s'inscrit dans une stratégie de décarbonation des usages. Bon. Et de compensation environnementale des infrastructures susceptibles d'accueillir les usages. Ça me paraît assez courant. J'ai d'ailleurs fait, mesdames et messieurs les députés, à la faveur de plusieurs déplacements, je me souviens en particulier un que j'ai fait en Alsace, j'allais dire des exposés de doctrine qui répondent un peu à votre question sur les orientations globales en matière de mobilité. Je ne dis pas ça forcément, Madame la rapporteure, dans l'espoir de vous convaincre de la justesse de cette doctrine, de ces orientations. Mais je réponds à votre question. Enfin voilà, l'autoroute 69, c'était pas, ah ben tiens, voilà, il se trouve que je vais annoncer le concessionnaire, donc j'y vais. Non, c'est un choix réfléchi, et je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui soient opposés, mais vous me donnez l'occasion de dire pourquoi j'étais favorable. Notre pays a besoin de mobilité, c'est des facteurs de développement économique du territoire. Je suis très attaché à l'égalité, à l'aménagement du territoire. Je pense aussi que c'est un facteur de sécurité. C'est pas à vous, madame, enfin, vous connaissez la RN, je la connais bien, la 126. C'est une route nationale. Dans le même temps, je ne vais pas citer le Gers, parce qu'on dirait que je parle de chez moi, mais dans le même temps, je relance aussi, pas loin, c'est pas loin de chez vous, la RN 124, de mise à 2 fois 2 voies. Bon. Donc, on essaie de se déployer sur tous les territoires
dans cette optique. On a besoin de développer les territoires, il n'y a pas de raison. Le bassin de vie de Castres-Mazabé, c'est un bassin de vie extrêmement important, un bassin d'emploi, un bassin de création. En même temps, on discute avec tous les acteurs du territoire. On veut développer de l'enseignement universitaire, de la formation professionnelle, de la recherche sur ce territoire. Il faut qu'il soit bien desservi, il faut qu'il soit bien innervé. Ça me paraît cohérent. Évidemment, ça l'est d'autant plus, encore une fois, que nous savons qu'à échéance, sur ces routes ou sur ces autoroutes, rouleront des véhicules décarbonés. Nous ne sommes pas dans la contradiction, ou en tout cas, ce que j'ai cru comprendre de votre question, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je le vis et que je le revendique. Donc, à 69, vous avez vous-même, je pense que votre commission les connaît par cœur, puisque c'est son objet principal, vous connaissez toutes les étapes. Je n'étais pas, Madame la rapporteure, ministre des Transports. J'étais Premier ministre. Bon. Non, mais chacun a son travail dans l'administration. Bon. Vous connaissez, je ne vais pas non plus en infliger l'historique, j'ai à nouveau regardé pour venir ici l'historique du dossier de l'A69, qui, comme le président Tellier l'a rappelé, est ancien. Bon, moi, mon intervention, mon rôle se situe, vous l'avez dit, après la déclaration d'utilité publique, l'acte majeur, l'acte essentiel, l'acte, j'allais dire, politique qui lance l'affaire. Et donc, bon, je désigne le concessionnaire. Enfin, j'annonce, pardon, la désignation du concessionnaire. C'est un acte évidemment majeur, parce que c'est un ouvrage concédé. S'il n'y a pas de concessionnaire, il n'y a pas de réalisation. Mais, bon, je le resitue dans cette perspective et je vous rappelle que l'annonce du concessionnaire ouvre ensuite la procédure suivante qui consiste, sous l'autorité du Conseil d'État et de l'autorité de régulation des transports, à affiner le cahier des charges, l'autorisation environnementale. Enfin, le chemin n'est pas terminé. D'ailleurs, ici que je sache, il se poursuit toujours puisque le dit équipement n'est pas encore en service. Bon, mais j'interviens à ce moment-là. Par rapport à vous ne l'avez pas posé pour mais par rapport à une question écrite, et Dieu merci, j'allais dire, le Premier ministre n'a pas à intervenir dans le processus de choix du concessionnaire. C'est aux organes compétents au sein du ministère des Transports que cette analyse des offres, il y a plusieurs offres, je ne sais plus combien, enfin, à l'époque on avait dû bien sûr me communiquer le dossier, mais je ne, comment dire, ce n'est pas au Premier ministre, sinon on ferait ça en permanence sur tous les dossiers qu'il y a, de rouvrir tout ce que font les ministères. Je ne vais pas alors me dire, oui, je vais aller inaugurer un hôpital ou annoncer un hôpital, je ne vais pas aller regarder dans la commission des marchés pour savoir, parce que telle entreprise a été choisie pour faire la robinetterie, comment elle a fait. C'est pas, absolument pas, mais je pense que votre commission en est convaincue, le rôle du Premier ministre. Bon, voilà, moi j'ai quand même une certaine expérience des choses, où je vois qu'on est dans un process normal, déclaration d'utilité publique. Il y a des choses qui peuvent attirer l'attention. Si on veut dire, ah oui, vous allez désigner ou annoncer la désignation d'un concessionnaire, il n'y avait qu'un candidat. Là, ça, c'est un élément qui, au niveau du Premier ministre, devrait normalement appeler l'attention. Bon, là, plusieurs candidats, voilà, il y avait aussi, sujet que j'ai bien connu à de multiples reprises, évidemment, pour que le péage ne soit pas trop élevé, une contribution des collectivités publiques, dont de l'État. Là-dessus, il y avait eu, avant la déclaration d'utilité publique, l'avis du comité d'orientation des infrastructures, dont c'est le rôle, cette fois-ci, d'apprécier l'intérêt socio-économique du projet, de celui-là comme des autres. Bon, on note, en tout cas, on n'appelle pas mon attention, et pour de bonnes raisons, qu'on est sorti de l'épure ou du cadre qui avait été fixé par l'orientation. Bon, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, ce projet figure dans la LOM, mesdames et messieurs les députés, voté démocratiquement par le Parlement. Bon, donc il dispose d'une légitimité. Il a été déclaré d'utilité publique après toutes les procédures prévues par la loi. Il me semble qu'il y a eu force contestation devant les tribunaux qui, au terme des règles de l'état de droit, ont eu à les trancher. Bref, mesdames et messieurs, on est dans un process que je qualifierais de normal. On est donc dans la conformité des orientations globales en matière de mobilité et de désenclavement des territoires que je viens
en grand trait de vous rappeler tout concours pour moi, et je ne le regrette pas à ce jour, de m'être rendu le 25 septembre 2021 à la Garrigue pour annoncer cette étape importante attendue par les élus du territoire. Je précise, madame, qu'à l'époque, bien entendu, il y avait des contestations. Enfin, ça, si votre commission connaît des projets qui ne sont pas contestés, là, ça vaut vraiment le coup qu'elle se réunisse. Il y avait des contestations, et c'est normal dans une démocratie. Bon, et je viens là à la remarque de Monsieur le Président. À cette époque-là, elle n'avait pas, ça n'aurait pas pu m'échapper. D'ailleurs, le préfet Briou, là, mais surtout, n'allait pas là-bas. Elle n'avait pas atteint l'ampleur, le degré de violence que je constate avec regret, elles ont pris depuis lors, enfin postérieurement, et semble-t-il, aujourd'hui encore. Bon, donc oui, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, bien entendu, ce projet avait ses partisans, nombreux, ses détracteurs, mais rien du point de vue du Premier ministre, que j'étais alors garant de la paix sociale, qui ne me paraissait être au-delà de ce que la vie normale et démocratique des projets suppose. Bon. Et en plus, j'insiste auprès de vous, c'est un territoire que je connais bien, et donc qui effectivement me paraissait correspondre à ses attentes, à ses besoins. Évidemment, après, tout est dans l'art d'exécution. Il faut bien s'assurer que toutes les mesures compensatoires ont été et seront respectées, etc., etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je reviens au rôle du Premier ministre, puisque c'est l'ancien Premier ministre que vous auditionnez dans ce type de projet. Aucun élément, aucun indicateur qui m'aurait, et je le dis tel que je l'ai ressenti à l'époque et tel que votre convocation m'a conduit à me replonger dans ce dossier, et qui m'aurait conduit à prendre une décision, encore une fois, à faire une annonce autre que celle que j'ai faite le 25 septembre 2021. Merci, Monsieur le Premier ministre. Peut-être, si vous voulez répondre au questionnaire peut-être de Madame la rapporteure dans l'ordre qui vous plaira. Et puis après, voilà. Volontiers. Merci. Donc la première question, pardon, il me semble un peu que j'y ai déjà répondu, vous m'interrogez, pouvez-vous rappeler les circonstances qui vous ont conduit à travailler sur ce projet de l'autoroute A69 ? Bon, je crois vous avoir répondu dans mon propos liminaire, hein, en étant assez précis, en rappelant la LOM et la DUP. Voilà, ainsi que les circonstances dans lesquelles, après l'information du ministre des Transports, j'ai fait cette annonce dans le Tarn. Alors, sans que la présente question contienne un quelconque caractère désobligeant. Ça, c'est pas à peine, Mme la rapporteure, ça, je ne l'aurais jamais imaginé. Rassurez-vous, vous n'étiez pas obligé de mettre ça. Non. Oui, certes, mais ça ne me traverse pas l'esprit. Comment avez-vous pris connaissance du dossier sur cette autoroute, compte tenu des multiples tâches qui étaient les vôtres? Aviez-vous notamment connaissance des réserves et de recommandations émises par les organes consultatifs, comme l'autorité environnementale et le Conseil national de protection de la nature? Bon. Donc, là aussi, je vous rappelle que lorsqu'un dossier vient à moi, il y a les éléments évidemment préparatoires. Donc moi je m'assure que il n'y a rien qui entache en apparence la validité de la procédure. Il n'y avait pas comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'éléments qui aient pu appeler mon attention. L'autorité environnementale, avec la question, sauf erreur, dans la procédure, ça vient après. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est celui qu'elle a rendu le 6 octobre 2022. Donc, je n'étais plus Premier ministre à ce moment-là. Et sauf erreur de ma part, je passe votre contrôle parce que je n'étais pas non plus en fonction. Le Conseil national de protection de la nature a rendu un avis le 12 septembre 2022. Bon.
Bon, mais en tout cas, oui, bon, c'est possible. En tout cas, rien qui, dans ces avis, ne me paraissait, puisque c'est ça votre question, de nature à surseoir à la décision en question. Bon. Quelle importance était accordée au dossier de l'A69 dans l'action du gouvernement au regard d'autres dossiers relevant des politiques de transport et d'aménagement du territoire? Bon, mais je crois là aussi vous avoir dit, c'était effectivement, vous avez raison, un dossier parmi d'autres. Je ne veux pas minimiser le rôle du Tarn et l'importance du Tarn, mais ce n'était pas le seul. Et en tout cas, là ça relativise mon rôle, encore une fois, ce dossier avait déjà été mentionné, en tout cas dans le rapport annexe à la trajectoire d'investissement de la LOM, comme faisant partie des dossiers prioritaires retenus par le législateur. Bon. Alors ensuite, la question suivante, c'est celle sur la stratégie nationale bas carbone, la loi climat et résilience, et donc vous me demandez si le projet d'A69 n'est pas en contradiction, c'est une question que vous avez soulevée dans votre propos liminaire, avec la propre politique de la majorité en place depuis 2017, et je crois que je vous ai répondu là aussi dans mes propos introductifs en disant bien que, à la fois par les mesures compensatoires qu'elle contenait, et surtout parce que notre objectif est de parvenir à des mobilités, des usages décarbonés, cet équipement ne me paraissait pas en contradiction en quoi que ce soit avec cette orientation politique générale. Et je veux redire encore une fois que nous avons à ce moment-là, et votre serviteur en particulier, relancé bien d'autres projets, notamment dans le champ des transports publics, extrêmement structurants pour l'avenir. Le dossier de l'A69 a-t-il fait l'objet d'échanges entre vos services et la présidence de la République? Là, ma question est très claire, à ma connaissance, absolument pas. Pas souvenir moi-même d'avoir jamais évoqué ce sujet avec le président de la République. Mais bon, pour les services, je ne le crois pas non plus. Et comme vous le savez, quoi qu'il en soit, c'est la DGITM, le ministère des Transports, qui a mené la procédure de consultation aboutissant à la désignation du concessionnaire. Avez-vous eu des échanges avec les représentants du groupe Pierre Fabre, qui ont indiqué publiquement avoir plaidé en faveur de l'A69 depuis des décennies auprès des pouvoirs publics? Bon, alors, si votre question est, je me permets de vous demander un peu, est-ce que j'ai eu des échanges avec les représentants du groupe Fabre sur le sujet de l'autoroute A69 et avant d'annoncer le concessionnaire? C'est-à-dire que votre question est celle-là, Madame la rapporteure, la réponse est non. Est-ce que j'ai eu dans ma vie des échanges avec le groupe Pierre Fabre? La réponse est oui, je connais ce grand groupe pharmaceutique du Sud-Ouest depuis longtemps. Et vous me dites qu'il avait plaidé en faveur de l'A69 depuis des décennies auprès du pouvoir public. Ça, je veux bien le croire. En fait, je veux dire, il me semble qu'un groupe installé à Castres-Mazamet, qui doit avoir sûrement des difficultés à recruter, etc., qu'il ait plaidé pour une liaison autoroutière, enfin, j'avais presque dit, il n'aurait pas fait son travail s'il ne l'avait pas demandé. Enfin, je ne sais pas non plus la commission, mais ce groupe Pierre Fabre et feu Pierre Fabre, c'est quand même quelqu'un, dans mon esprit, moi je ne connais pas intimement, messieurs, dames, enfin, qui a quand même, qui est parti de pas grand-chose, qui a construit un empire, et qui a toujours veillé à ne pas être opéable, ça se dit ça, enfin bon, vous m'avez compris, ni délocalisable. Je me souviens, c'est bien avant cette affaire, le statut juridique très complexe qui avait été mis en place, puisque malheureusement c'est un homme qui n'avait pas d'enfant, enfin de successeur, pour éviter que ce groupe ne quitte ce territoire auquel M. Fabre était viscéralement attaché. Bon. Enfin, voilà, il me semble, j'ai été élu, je le répète, Premier ministre, c'est un groupe qui a rendu service à la France, rendu service au Tarn, rendu service à la région Occitanie, qui ne doit pas en avoir honte. Bon,
Maintenant, la décision de construire une autoroute, qu'il ait demandée, encore une fois, ça me paraît logique, mais c'est évidemment une décision des pouvoirs publics. Et encore une fois, voilà, j'ai dit, moi j'interviens pour désigner le concessionnaire, mais je pense que c'est une bonne décision. Pour le groupe Pierre Fabre et toujours tous ses salariés, mais pour toutes les autres raisons de développement des territoires, d'équité des territoires, de sécurité routière, etc., que j'ai déjà évoquées. Voilà. Mais voilà, je le dis pour que ce soit net, parce que je lis, j'entends, etc. Il n'y a eu, auprès de moi, à aucun moment, aucune intervention du groupe Pierre Fabre pour dire, voilà, il faut faire cette autoroute, il faut, etc. Voilà. Non. Et Madame la rapporteure, je vous le dis, la décision que j'ai eu à prendre dans ce dossier, dans le contexte que j'ai rappelé, je l'ai pris en totale indépendance. J'admets parfaitement qu'on puisse pas être d'accord avec la décision que j'ai prise. Ça, heureusement, c'est la démocratie. Mais je l'ai prise en toute indépendance et sur la base des convictions que je vous ai rappelées et de l'instruction technique qui a été conduite. En septembre 2021, vous avez annoncé le choix du concessionnaire en indiquant que le niveau du péage et le niveau de la participation des collectivités publiques ont été essentiels. De quelle manière le dialogue a-t-il été noué avec les 5 collectivités territoriales qui ont apporté un concours public? Quelles autorités avaient préparé cette décision? Qui a pris la responsabilité du choix final? La réponse est très claire, ça n'est pas moi, vous le savez d'ailleurs, je pense que vous avez bien ausculté tout ça. Comment vous dire, bien sûr, j'ai dit ça toujours, l'inconvénient, on va dire, de l'autoroute, évidemment, c'est l'inconvénient. La réalité de l'autoroute, c'est qu'il y a un péage. Bon. Oui, mais en fait, c'est aussi... on ne peut pas vouloir du développement des infrastructures et pas de financement associé. Bon. Mais évidemment, il ne faut pas que le niveau de ce péage soit un obstacle, notamment pour des raisons sociales. Donc, que les pouvoirs publics s'interrogent, et ce n'est pas nouveau, sur le niveau des péages, là non plus, je le disais tout à l'heure, par rapport à d'autres dossiers que j'ai eu à traiter, il n'y a rien qui me paraissait ou qui soit dérogatoire. Donc, vous souvenez qu'il y avait un financement à 50% de la subvention d'équilibre avec l'État. Donc, on m'a remis là les collectivités, j'avais oublié, qui ont participé à ce tour de table, le conseil régional, le conseil départemental du Tarn, celui de la Haute-Garonne, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, la communauté de communes Sort-Agou. Je le rappelle quand même parce que ce sont des collectivités, mesdames et messieurs les députés, qui ont délibéré. Autrement dit, des élus du peuple, on peut là encore ne pas être d'accord avec les orientations, qui ont voté, qui ont fait ce choix souverain. On ne leur a pas mis le couteau sous la gorge. Ils ont voté. Donc ça veut dire que non seulement je faisais tout à l'heure, en parlant de la LOM, référence au Parlement, au sein duquel je me trouve, mais même les assemblées délibérantes des collectivités locales, par le biais de leurs contributions pour faire diminuer le prix du péage, ont eu à se prononcer sur ce projet. Vous avez parlé de transparence l'un et l'autre dans vos interventions. C'est quand même, me semble-t-il, très important qu'à un moment donné ou à un autre, des élus, soit nationaux, soit locaux, puissent avoir à se prononcer sur ce type d'infrastructure. Voilà. Et cette procédure, enfin, je veux dire encore une fois, elle est balisée, c'est-à-dire que avant même le lancement de la procédure d'appel d'offres, mais vous le savez, je ne l'ai pas dit, mais la DUP, c'est juillet 2018, le rapport du COI avant, la LOM 2019, et le lancement de l'appel d'offres, je crois que c'est, je passe votre contrôle, mars 2020. Bon. Et donc, c'est avant même le lancement de cette procédure d'appel d'offres que des échanges ont eu lieu avec les collectivités pour la mise au point d'une convention de financement. Si mes informations sont exactes, même au début, cette convention portait sur un volume plus élevé. Je suppose, je ne veux pas dire de bêtises, donc que cette négociation a dû, comme c'est l'usage, être conduite par le préfet de région Occitanie, moins qu'elle l'ait été directement par la DGITM. Bon, enfin, en tout cas, il y a une discussion qu'il y a eu avec les collectivités territoriales pour aboutir à la clé de financement
entre elles et l'État. Et donc, ce que je comprends également, c'est que on a tenu par ailleurs, sur le choix du concessionnaire, qui était aussi l'objet de vos questions, informer les collectivités, ce qui est tout à fait normal, puisque participant quelque part au financement de cet ouvrage, il était normal qu'elles connaissent l'avancement de la procédure et évidemment le titulaire pressenti. Avez-vous vous-même échangé avec la société retenue comme concessionnaire avant ou après la prise de décision, Madame la rapporteure? La réponse est non. Non. Je connais le groupe retenu, mais je n'ai pas échangé dans le cadre de ce projet avec eux. Donc, les 3 sociétés concessionnaires étaient NGE, Vinci et Faya. Le résultat de l'appel d'offres au terme duquel NGE a été retenu vous a-t-il été communiqué ou est-ce une information qu'il n'est pas d'usage de transmettre au service ou au cabinet du Premier ministre compte tenu de son caractère technique? Bon, je partage un élément de la question. C'est vrai que c'est une procédure très technique qui est conduite, vous l'avez rappelé, sous la houlette de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, et qui, donc, après cette instruction, est soumise à une commission consultative qui a validé le classement des offres ainsi retenues. Donc, il n'était certainement pas, Madame la rapporteure, de mon rôle de prendre connaissance des éléments techniques et des... Enfin, je dirais même, il serait gênant que le Premier ministre interfère en quoi que ce soit dans cette procédure. Bon. Donc j'en ai, dans les conditions que je vous ai rappelées, été tenu informé, et c'est ce qui m'a conduit à l'annoncer. Bon, vous me demandez si c'est d'usage. Enfin, le fait est quand même que, en tout cas moins qu'à une certaine époque, on n'annonce pas tous les 8 jours des concessionnaires de projets autoroutiers. Hein. Bon, il y en a quand même de moins en moins. Bon, donc je ne peux pas vous dire si j'ai des précédents, parce qu'en tout cas, de la période que vous avez rappelée où j'étais Premier ministre, c'est, je ne veux pas vous dire une bêtise, mais la seule, ça s'est trouvé comme ça, que j'ai eu à annoncer. Voilà. Bon, donc je ne peux pas vous dire si c'est un usage ou pas. En tout cas, moi, j'ai eu à le faire, et comme je vous l'ai dit, je ne le regrette pas. Alors, à votre connaissance, le projet a-t-il, au cours des années durant lesquelles vous étiez au pouvoir, été réinterrogé, pour citer le terme de M. Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, notamment au regard des nouvelles connaissances en matière environnementale ou des conséquences du Covid en matière de mobilité, moindre déplacement professionnel et davantage de télétravail en particulier. Bon. D'abord, je me permets de vous rappeler qu'effectivement, si la Covid, sujet que j'ai bien suivi par ailleurs, a eu un impact important sur les transports en 2020, en 2021 déjà, on voyait un redressement qui s'est confirmé par la suite. On était déjà presque revenu, en tout cas par exemple si je prends le chiffre d'affaires de la SNCF, à ce qu'il était en 2019. Et de toute façon, on pouvait imaginer, vous avez raison, hein, le télétravail a un impact surtout sur les transports urbains. Là, je pourrais vous en parler plus savamment en ma qualité de PG de la RATP, mais ça n'est pas l'objet de la présente audition. Mais en matière interurbaine, tous les éléments dont nous disposions montraient qu'effectivement, il y avait une chute liée à la Covid, hein, ça c'est évident, vous avez tout à fait raison, mais que cela serait temporaire et n'affecterait pas durablement la demande de transport et de mobilité. Encore une fois, je veux redire à votre commission que l'enjeu, c'est pas de supprimer les déplacements de la voiture, mais de les décarboner. Hein, et de permettre cette mobilité de continuer à désenclaver des territoires ruraux. Donc, pour toutes les raisons que j'ai dites, je n'ai pas vu d'éléments consistants à dire qu'on pouvait réinterroger, puisque c'est le terme que vous empruntez visiblement à un autre acteur,
l'économie générale de ce projet. Donc, du coup, la question 11, c'est en cas de réponse affirmative à la question précédente, avez-vous, etc., la question ne se posant pas, je ne répondrai pas à la question 11. Alors, 12, de manière générale, il est statistiquement constaté que les projets d'infrastructure font l'objet de contestations, oui, par voie de recours judiciaire comme de manifestations sur les lieux de chantier, alors même qu'ils respectent le principe de légalité et qu'ils ont été légitimement approuvés par des autorités politiques élues. Ces contestations ne montrent-elles pas que la législation sur la participation du public aux décisions ayant un impact sur l'environnement devrait être révisée afin d'instaurer un véritable dialogue entre les pouvoirs publics et les citoyens, plutôt que d'avoir une succession d'actes unilatéraux, même s'ils sont procédés d'une enquête publique. Lorsque vous exerciez vos responsabilités, y avait-il des réflexions sur ce sujet au sein du gouvernement, entre le gouvernement et des parlementaires, ou encore avec des associations environnementales? Bon. Alors, tout est un peu vrai, si je puis dire, dans cette question. Voilà, non, mais je ne suis pas toujours d'accord avec vous, madame, et réciproquement, j'ai cru comprendre. Bon, mais c'est vrai qu'il nous faut toujours rechercher à améliorer l'association du public. Et quand on avait, moi j'ai été contemporain de la Convention citoyenne pour le climat, qui était déjà une initiative, on va dire, originale, ces sujets étaient sur la table. Bon. En même temps, vous le dites très bien, on va dire, ces projets, c'est le cas de la 69, ont fait l'objet de décisions par des autorités légitimes et démocratiques. La décision, je ne contestais pas ma qualité de Premier ministre lorsque j'ai fait cette annonce. Le Parlement a voté, une majorité, les assemblées délibérantes, la plupart. Il y avait même, je parle sous le contrôle des acteurs de ce territoire, un consensus assez fort. Bon. Il y a eu des enquêtes publiques qui ont été menées, où le public a pu s'exprimer. Il y a eu, vous le dites aussi dans votre question, des recours qui ont été formés et des juridictions qui se sont prononcées. Bon. On peut toujours améliorer les choses. Vous me demandez une vision plus prospective. Évidemment, j'y suis attaché. Bon, l'expérience que j'ai aussi de maire, c'est-à-dire il ne faut pas non plus que ceux dont l'avis au terme de ces consultations n'a pas été suivi. Comme dans une concertation, vous avez des avis contradictoires qui s'expriment. Puis c'est le rôle des autorités légitimes et démocratiquement désignées par le suffrage universel de trancher. Si ceux qui n'ont pas été suivis et qui ont la voie, par exemple, du recours judiciaire, veulent ensuite à tout prix rejouer le match pour à toute force imposer leur avis, là on n'en finira jamais. Parce que même pour ces gens-là, vous aurez pu rénover les procédures de concertation. Si à l'arrivée ça ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en font, juste ou pas, je n'apprécie pas, d'abord les projets seront indéfiniment retardés et ensuite c'est le principe même démocratique qui se trouvera mis en cause. Et en tout cas, je le dis, puisque c'est une question que m'a posée Monsieur le Président, le recours à la violence me paraît absolument injustifiable. Surtout que je connais des gens dans votre beau département qui habitent pas loin. Je sais toutes les semaines qu'il y a des gens, des ouvriers qui sont prêts à partir, des engins qui sont incendiés. Ça, je vous le dis avec beaucoup de calme, c'est pas possible. Ça, où on va? Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Ettor, mais c'est pas pour autant que je vais commettre des actes de violence à votre endroit parce que nous ne partageons pas les mêmes idées. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Je m'en doute, et j'espère. Mais en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Enfin, je veux dire, alors, encore une fois, si vous me dites, sur la soirée, est-ce qu'on peut améliorer le processus de décision démocratique? Si je vous réponds non, ce type est curieux. On peut toujours améliorer. Dans une démocratie, c'est la quête permanente. Bon, oui, mais enfin, il ne faut pas écorner un certain nombre de principes. Il y a quand même un moment donné, il faut décider. Il y a une majorité. Le tout, c'est de savoir si cette majorité est légitime, c'est-à-dire issue de la souveraineté nationale. Elle l'est.
Bon, que le juge indépendant puisse se prononcer s'il y a des irrégularités de procédure. Ben, comme vous l'avez dit, les recours ne manquent pas. Bon. Mais à un moment donné, voilà, si par la violence, là on sort de l'état de droit, on sort du cadre démocratique, je le dis solennellement ici. Ah, on a parfaitement le droit de ne pas être favorable à la 69. Je ne conteste pas, je vous dis pourquoi j'étais pour, mais bon, j'entends ceux qui sont là, mais enfin, rien ne saurait justifier qu'ils fassent valoir par des formes de violence morale ou physique leur point de vue. Là, on sort du champ démocratique, je le dis comme je le pense, comme je le ressens. C'est assez grave. C'est assez grave. Voilà. Que le Parlement s'intéresse aux conditions, c'est son rôle. Parfaitement. Mais ce qui est gênant, là aussi je l'ai dit, qu'il faut améliorer, c'est la durée de tout ça. Mais j'observe que les opposants l'ont d'ailleurs bien compris, parce qu'ils l'entretiennent. Pourquoi? Parce que, évidemment, d'abord, la durée est l'ennemi de la crédibilité publique. Là, j'ai beaucoup parlé des gens qui étaient contre. Enfin, il y a quand même, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a davantage de gens qui sont pour. Bon, mais alors ceux-là, qu'est-ce que je voulais dire, ça dure, ça n'en finit pas, parce qu'il y a toutes ces procédures, parce qu'il y a des recours qu'il faut purger, etc. Mais les gens disent, mais c'est le crédit public, c'est le crédit de la parole publique. Vous aviez dit que vous ferez ça. On est pour, il y a des gens contre, mais nous on est pour. Mais ça dure, ça se fait jamais. Mais vous servez à quoi? Bon, donc ça, il faut vraiment autant y songer. En même temps, on peut aussi comprendre que pour certains projets, ce qu'on appelle les conditions sociologiques, économiques, qui ont présidé à une décision à un moment donné, puissent, c'était le sens d'une de vos questions, évoluer, bien sûr. Je ne suis pas... Bien sûr que ça peut arriver. Et donc, forcément, la durée, plus le projet dure, plus cette circonstance peut advenir. Bon. Donc, il y a sûrement à revoir toutes ces procédures, sûrement dans le sens, plus on peut désamorcer, expliquer, tenir compte dans la concertation, parce que si, là où il y a eu des progrès, moi je ne suis pas quand même né tout à fait de la dernière pluie, messieurs, dames, c'est vrai que j'ai connu des phases où il y avait des concertations très formelles. Bon, là on voit des commissions d'enquête, des commissions enquêteurs qui font des réserves et qui font évoluer le sens même, le contenu même de la décision publique. Ça a été le cas d'ailleurs dans le dossier de l'autoroute A69, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai vu. Bon. Donc on peut toujours mieux faire. Mais à l'arrivée, le crédit public, et ça intéresse tout le monde, hein, parce que chacun à prendre dans son champ de responsabilité et de décision, implique quand même que la parole, l'engagement de ceux qui ont vis-à-vis du suffrage universel pris des décisions en les expliquant, soit mis en œuvre, soit respecté. Voilà. Et donc je pense quand même, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, que votre commission doit bien intégrer aussi ce facteur. Une bonne démocratie, c'est celle qui respecte les oppositions, c'est même sans doute en ça qu'on la reconnaît, mais c'est quand même aussi celle qui respecte sa majorité. Quand même, ou en tout cas qui ne la bafoue pas. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Peut-être Madame la rapporteure, oui. Si vous êtes d'accord pour que je passe... Vous voulez rebondir? Oui. D'accord. Donc je passerai la parole à nos collègues. Il y a déjà 3 personnes qui se sont manifestées pour poser des questions. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions. Madame la rapporteure. Votre venue est un grand succès. Nous en avons eu beaucoup moins pour d'autres auditions, Monsieur le Premier ministre. Alors, je ne l'aurais pas abordé si vous ne l'aviez pas fait, mais je voudrais vous parler de la question des violences, que dans cette salle, tout le monde réprouve, évidemment. Et alors, du coup, je voudrais vous poser une question. Comment? Oui, mais vous l'avez évoqué également, bien sûr, bien sûr. Et donc, je voudrais vous poser la question, s'agissant des violences, puisque vous y avez fait référence. Est-ce que, comme moi, vous condamnez également les violences policières liées à une action d'un préfet qui agit de manière illégale? De quoi parlez-vous? Je parle d'un préfet qui mobilise des forces de police pour déloger des personnes qui occupent un bois protégé à haute intensité écologique,
et pour lequel il n'avait aucune autorisation qui lui avait été donnée pour déloger ces personnes. Alors, est-ce que, moi je condamne les violences de toutes sortes, donc est-ce que comme moi, vous condamnez la violence d'un préfet qui intervient sans avoir d'acte légal pour le faire? Pas les faits dont vous parlez, mais la description, la description que vous en faites, hein, comme je ne me prononce pas, mais la description que vous en faites me semble confondre une éventuelle, je n'en sais rien, action illégale d'un représentant de l'État, la supposée avérée, j'en sais rien, je ne connais pas le sujet, à des violences policières. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est la mobilisation de forces de police qui l'ont été sans avoir d'acte légal de la part d'un préfet de la République. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un préfet puisse mobiliser les forces de police sans avoir l'autorisation légale de le faire? Puisque vous condamnez les violences. Non, mais vous ne m'entraînerez pas non. sur ce terrain. Ben, je vous ai posé une question, donc vous me répondez que vous ne me répondrez pas. Que vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain pour mettre les deux sujets sur le même Exactement. plan. En aucun cas, madame. Et en plus, comme c'est facile pour vous, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc vous voulez me faire porter une appréciation sur des faits que j'ignore. Ça, c'est facile. Mais si vous les ignorez, vous ne pouvez pas... Si vous les ignorez, vous ne pouvez effectivement pas me répondre. Pour autant, de façon générale, est-ce que vous approuvez un préfet qui intervient sans avoir d'autorisation légale pour intervenir? Alors, préfet de la République. Peut-être. Oui, Monsieur le Premier ministre. Là, vous me posez une question. Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous approuvez quelqu'un qui commet une illégalité? C'est ça la question que vous posez. Monsieur le Premier ministre, peut-être pour qu'on évite le ping-pong sur ce sujet-là, on parle de l'évacuation d'une ZAD, de personnes qui sont dans la plus parfaite illégalité d'occuper une ZAD et des éléments d'opération de police qui ont conduit à ce qu'on permette d'évacuer cette ZAD, qui font d'ailleurs l'objet de recours, hein, puisque on se plaint de l'intervention des forces de l'ordre dans le cadre de l'évacuation de cette ZAD. Ça fait l'objet évidemment de recours, que ce soit devant les juridictions judiciaires ou administratives. Mais franchement, Madame la rapporteure, mettre sur un pied d'égalité, comme vous le faites, les violences qui sont faites à l'endroit des policiers, des salariés, le fait qu'on brûle aujourd'hui des engins de chantier, avec aujourd'hui des interventions de policières qui se font dans un cadre légitime et légal, peut-être le juge en dira autrement, mais en tout état de cause, je trouve que le rapprochement est très particulier. Monsieur Alors, il n'y a aucun rapprochement qui soit fait, ce sont deux sujets différents, et je vois que vous avez une émotion à géométrie variable. Moi, je suis extrêmement choquée qu'un préfet puisse intervenir sans avoir d'acte légal pour le faire. Mais bon, passons, puisque vous n'êtes pas au courant du dossier, manifestement, et donc je constate néanmoins que Monsieur le Président, lui, a une émotion à géométrie variable. Donc, je condamne toutes les violences. Je condamne toutes les violences, Monsieur le Président. Je condamne toutes les violences. Ouais. Donc, continuons sur le contexte global que vous avez rappelé. Oui. Représentation nationale de mes actions comme Premier ministre. Bon, donc là, vous me parlez de faits plus récents. Je suis ce dossier, mais pas comme vous au millimètre. Et ce que je vois surtout, c'est des violences très graves qui sont perpétrées, y compris contre des ouvriers, des chantiers ou des gens sur place. Et quant aux ZAD, par contre, il a été évoqué d'une ZAD, sachez que, et là je revendique devant vous, quand j'étais Premier ministre, j'avais donné des instructions extrêmement fermes au préfet pour que des ZAD ne se constituent pas. Et donc les préfets en question intervenaient dans un cadre parfaitement légal que vous leur aviez fixé. Donc je continue, je reprends sur ce que vous aviez évoqué, du rappel du contexte global. Et en effet, de votre intérêt pour le ferroviaire, qui ne se dément pas, nous en sommes parfaitement conscients. Et donc, est-ce que vous ne vous êtes pas étonné pour ce dossier, ou alors n'avez-vous pas posé la question de l'analyse au regard, évidemment, de l'autorité environnementale qui avait donné un avis déjà en 2016 sur cette question, ou est-ce que vous n'avez pas été alerté sur le fait que dans ce dossier, il n'y avait aucun examen d'une vision holistique des projets que oblige en principe la loi, à savoir la route et l'autoroute, et donc les transferts de mobilité de l'un sur l'autre, je peux l'entendre,
une étude fondée sur, évidemment, des expertises sérieuses concernant l'alternative de la RN 126, dont je rappelle que les élus, de quels qu'ils soient, étaient assez favorables. Et vous avez raison, c'était gratuit, l'autre c'est payant, donc on peut comprendre qu'ils étaient favorables à la RN 126, et également d'un projet ferroviaire. Parce que figurez-vous que dans ce dossier, nous n'avons aucune étude d'alternative ferroviaire qui a été présentée ni avant la décision de M. Perben, il y a très longtemps, concernant évidemment la décision de concession autoroutière, ni au moment de la DUP et encore moins au moment de l'autorisation environnementale. Donc, est-ce que vous avez été alerté sur ce sujet au moment où vous avez dû vous-même prendre cette décision, qu'il n'existait pas d'études alternatives du ferroviaire que vous défendez, et alors je vous rejoins vraiment complètement, que vous défendez, que vous avez défendu, puisque vous nous le dites, dans vos exposés de doctrine sur les mobilités, que je connais et que je partage. Donc, est-ce que vous avez été alerté sur ce point-là? Première question. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite, ou alors je... Moi, ce que nous ne partageons pas tout à fait, c'est que pour moi, les mobilités, ce n'est pas le train ou le ferroviaire contre la route. Eh bien, moi, je vous le dis, je n'ai pas dit vous l'avez dit, moi, je vous dis, donc, il faut, je le répète, les deux. Enfin, dans une région comme l'Occitanie, je crois qu'il y a 95% des déplacements qui se font par la route. Qu'il soit, madame, de notre objectif collectif d'amener plus de gens sur les mobilités collectives, c'est absolument incontestable. En tout cas, de mon point de vue. Mais enfin, voilà, il faut tenir compte de ces réalités. On a besoin des deux. Alors moi, je n'oppose pas. Alors, est-ce que j'ai été alerté, que vous m'avez dit, en 2016, c'est ça? Qu'il n'y avait pas eu d'études. Non, je n'avais pas cette alerte précise. En tout cas, personne n'a porté à ma connaissance. Mais, pardon, je sais d'où vous êtes élu. Je vois où on est, quand même. Hein. Je vois très bien où on est et je vois très bien l'utilité des deux infrastructures pour répondre aux besoins. Des deux, j'insiste. Voilà. Oui, non, je dis ça parce que vous me dites oui, mais je ne suis pas sûr que nous partagions cet avis, ce qui est votre droit. Oui, peut-être en précisant, Monsieur le Premier ministre, pour éviter qu'on nous fasse dire plus qu'on devrait, vous dire qu'on n'avait pas, évidemment, à vous prévenir de quoi que ce soit s'agissant de ces éléments-là, puisque les solutions dans le cadre de la déclaration d'utilité publique a été prise et qui ont été relevées par le Conseil d'État dans un arrêt qui fait état de ce que les solutions alternatives ont bien été envisagées dans le cadre de ce projet. Donc je me permets ici de le rappeler, de le porter à votre connaissance, pour pas on donne le sentiment que vous n'ayez pas été informé de cette situation, alors qu'on a un arrêt du Conseil d'État qui l'affirme sur la base de la déclaration du public qui était contestée, évidemment. Alors je tenais à vous dire que non. Puisque la mobilité ferroviaire n'a pas été étudiée. Mais bon, continuons. Ensuite, vous nous indiquez que vous me confirmez que votre attention n'a pas été appelée sur les avis négatifs de l'autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature, puisque celle à laquelle vous faites référence date de 2023, mais précédemment, il y en avait une de 2016 qui n'a pas été contredite et qui, évidemment, donnait un avis défavorable. Mais compte tenu de la législation, ce n'est pas un avis conforme. Mais ma question, c'est en tant que Premier ministre, et je comprends bien que vous ne soyez pas rentré dans les détails du dossier, est-ce que vous avez été à l'époque alerté sur la présence d'un avis de l'autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature qui était défavorable à ce projet? D'infrastructure, il est rarissime que tous les dossiers soient convergents et positifs. Et le rôle des pouvoirs publics, c'est de décider au vu de tout ça. Donc, sûrement que ça s'était mentionné, mais comme l'a très bien dit le président, il y avait ensuite une déclaration d'utilité publique validée par la justice. Donc, l'ensemble des éléments, il y a des éléments moins favorables et favorables. Donc, le bilan global, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, était favorable et donc me paraissait de nature à poursuivre la réalisation de cette infrastructure. Madame la rapporteure. Oui.
C'est ma dernière question pour ceux qui s'impatientent. Je reprendrai ensuite le fil de mes questions, mais je vais laisser la parole évidemment à mes collègues qui souhaitent également vous interroger. Vous ne m'avez pas répondu sur ma première interrogation dans mon propos liminaire concernant les conflits d'intérêts. Et dans ce dossier, ce que je note, qui peut ne pas être un conflit d'intérêts, mais qui pour autant appelle notre attention, en tant que, évidemment, député et chargé, évidemment, du contrôle de l'action publique. Alors, puisque vous ne semblez pas avoir eu connaissance de l'ensemble de ces éléments dans le pacte actionnarial, de manière générale, comment pourriez-vous nous dire comment un Premier ministre, celui que vous étiez, s'assure, lorsqu'un projet tel que celui-là lui est présenté, que lorsqu'il est soumis à ces décisions, qu'il ne souffre d'aucun conflit d'intérêts. J'imagine que vous devez vous poser ce type de questions dans ce dossier comme dans d'autres. Et comment un Premier ministre s'assure-t-il de cela, alors qu'il s'agit évidemment de budgets extrêmement importants et d'enjeux économiques extrêmement importants? Mais il y a pour ça, Madame la rapporteure, des ministères et des instances qui ont qualité pour le faire. C'est leur boulot. C'est leur devoir, c'est leur rôle. J'ai confiance en l'administration. Il y a des commissions techniques. C'est elles qui ont peigné tout ce dossier. Elles ont, tout ce que vous avez dit là sur cette composition capitalistique, je l'entends, hein, mais un groupe concessionnaire qui est un groupe par ailleurs connu. Vous voyez, ce qui aurait pu attirer mon attention, c'est effectivement un acteur tout à fait nouveau, non connu dans le domaine des concessions autoroutières. Ce n'est pas le cas, ça, je pense que vous ne le contestez pas. Et donc, moi, si vous voulez, si à chaque décision qui me vient, le Premier ministre doit refaire toute l'instruction conduite par les administrations dont c'est le rôle, on n'en sort plus. Ce n'est ni mon rôle, ni ma compétence, Madame la rapporteure. Donc voilà, je m'assure que les instances sous le pilotage de la direction générale compétente ont respecté cette étape procédurale. Elles arrivent à proposer à l'autorité politique une décision. Là où il peut y avoir, c'est si vous la changez, justement, cette décision ou cette proposition par rapport à ce process normal. Bon. Et donc, aucune espèce d'alerte dans le sens de celle que vous... Parce que j'entends ce que vous dites, mais ça, ce sont vos propos. Hein, le conflit d'intérêts, il se démontre. Je me permets de vous rappeler qu'il s'agit d'une infraction pénale, donc c'est pas tout à fait neutre ce que vous dites. Hein, voilà. Et donc, évidemment, jamais je n'ai eu des éléments qui pouvaient, en quoi que ce soit, indiquer qu'il y avait des éléments de cette nature dans ce dossier. Mais je n'en connais absolument aucun. Merci, Monsieur le Premier ministre. Peut-être donc les collègues qui souhaitent poser des questions. Madame Héraudy, peut-être Madame Bignon, Madame Héraudy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors je vous avoue que vous m'avez un peu perdu. Je vous prie de m'excuser par avance si je repose des questions qui ont déjà été évoquées par ma collègue Madame Arrigui. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez été nommé Premier ministre le 3 juillet 2020, soit quasi 2 ans après votre successeur, Madame Borne, après que votre successeur, Madame Borne, ait signé le 19 juillet 2018 le décret d'utilité publique pour la 69, alors qu'elle était ministre de la Transition écologique sous le gouvernement Édouard Philippe II, et ce conjointement avec Monsieur Hulot. D'ailleurs, à ce sujet, permettez-moi, chers collègues, de demander si on peut auditionner Monsieur Hulot, qui était président, Monsieur Hulot, pardon, qui était présent lors de ces, oui, donc si on pouvait l'auditionner, ce serait peut-être important, parce que je pense qu'on l'a oublié. Oui, Monsieur le Président Terlier. Madame Héraudy, simplement pour vous rappeler qu'on a eu ce matin une réunion en interne qui a permis de vérifier qu'on avait des demandes d'audition. Vous ne l'avez pas formulé. La faire aujourd'hui en le sollicitant auprès de Madame la rapporteure, je pense que ce n'est pas le lieu alors qu'on auditionne ce soir Monsieur le Premier ministre, et ce depuis plus d'1 heure et demie. Donc je vous remercie éventuellement de poser les questions en aparté, de vous en tenir à celles que vous voulez poser à Monsieur le Premier ministre. Donc, Monsieur le Premier ministre, votre ministre, Monsieur Djebari, nous a affirmé qu'il n'avait jamais eu de lien avec le groupe Fabre
à notre grand étonnement, car, comme l'a si bien dit ma collègue rapporteure, Madame Arrigui, c'est bien le seul homme politique concerné par la 69 qui n'aurait pas eu affaire aux dirigeants du groupe pharmaceutique Fabre. Vu que ce dernier s'est livré à un lobbying acharné jusqu'aux hautes sphères de l'État, allant jusqu'à faire du chantage à l'emploi. Voilà, vous avez donc répondu à ma collègue Arrigui avoir eu des échanges avec les dirigeants du groupe Fabre. Était-ce avant ou après la clôture de l'appel d'offres et quelle était la nature de ces échanges? Deuxièmement, Monsieur le Premier ministre, comme il vous a été donné d'annoncer le 25 septembre 2021, en lieu et place de votre ministre, que NGE serait le futur concessionnaire, je suppose que vous avez été attentif aux différentes clauses et que vos services ont pu décortiquer pour savoir si l'intérêt de nos concitoyens en termes de prix de péage était préservé et celui de l'État également. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi avoir consenti une durée de concession si longue, de 55 ans, alors que l'avis de l'ART du 25/01/2022, et je l'ai maintes fois évoqué ici, et cela nous a été confirmé par Monsieur Jean-Baptiste Villa, maître de conférence en droit public, spécialiste des concessions autoroutières, ce prolongement de la durée de concession d'au moins 15 ans, au-delà de la phase d'amortissement, par le seul bénéfice du concessionnaire et de ses prêteurs, pose question. Encore ce matin, Madame la rapporteure relisait à votre ministre ce passage de l'avis de l'ART qui a été lu à plusieurs par les députés aux différentes personnes auditionnées sans que nous ayons eu de réponse claire. Monsieur le Premier ministre, avez-vous reçu lors de votre nomination ou au cours de votre passage à Matignon des instructions du président de la République ou de son secrétaire général sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire l'A69? Je pose cette question, Monsieur le Premier ministre, car ce matin, en audition, votre ministre, Monsieur Djabari, nous a dit de façon explicite qu'il n'a eu aucune relation avec le concessionnaire ou le groupe Fabre. J'ose espérer, Monsieur le Premier ministre, dès lors qu'une entreprise remporte un marché comme celui de la 69, il y a bien quelqu'un qui discute avec elle, ne serait-ce que sur les modalités de mise en œuvre. Donc, vous ou vos services, avez-vous eu des relations de travail avec NGE ou Atosca? Enfin, Monsieur le Premier ministre, avez-vous eu à trancher au cours de votre passage à Matignon entre la concession à Atosca ou un projet alternatif ferroviaire? Vos services vous ont-ils, à un moment ou à un autre, présenté une autre alternative? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Il me semble, Monsieur Perrin, que j'ai déjà répondu à l'intégralité de ces questions. Mais je veux bien répéter que donc je n'ai pas eu, dans le cadre de l'instruction de ce dossier, ni de relation avec le groupe Pierre Fabre, ni avec l'entreprise NGE, finalement désigné comme concessionnaire, que les relations techniques avec le concessionnaire, lorsqu'il était candidat comme les autres, s'effectuaient dans le cadre du ministère des Transports chargé d'instruire ce dossier. En aucun cas de l'hôtel Matignon, c'est-à-dire ni moi-même personnellement, ni mes collaborateurs de cabinet, ce n'est pas leur rôle. Et qu'ensuite, une fois que l'entreprise NGE, enfin que le concessionnaire a été désigné, c'est avec le même ministère que la mise au point du contrat de concession. Alors vous avez cité, je n'ai pas bien entendu, un avis de l'ART, c'est ça? Lequel? Madame Mérodi. Janvier 2022. Oui, mais qui n'a jamais été, et c'est tout à fait normal, été porté à ma connaissance, parce que je vois très bien dans le cadre duquel cet avis intervient, il intervient dans le cadre de la mise au point de la concession avec le concessionnaire, et donc, moi je n'ai jamais eu, Madame la députée, et c'est normal, à connaître à nouveau des relations avec NGE, ça relève du ministère des Transports, c'est tout à fait logique. Non, ça vous... Merci pour... vous auriez, et je n'ai reçu aucun ordre. Enfin, je ne sais pas comment vous imaginez que les choses se passent. Hein. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse qui, pour le coup, est très claire. Madame la rapporteure. Alors, vous avez fait état de votre propos sur votre souci, lorsque vous étiez confronté à ce type de dossier en tant que Premier ministre, de la question des tarifs. C'est intention louable, puisqu'évidemment,
une infrastructure, quelle qu'elle soit, que l'on soit favorable ou pas, il est la première des incorporations que doivent avoir des élus responsables, c'est de s'inquiéter de leur soutenabilité sociale, surtout dans un territoire dont on nous dit, et on ne cesse de nous dire, qu'il existe beaucoup de difficultés, ceux qui sont avérés, mais qui sont avérés également dans beaucoup d'endroits, et à la fois de l'Occitanie, vous êtes bien placé pour le savoir, et au niveau national. Lors maintenant du Sud, il y a une décision qui ne vous incombe pas, qui date de M. Perben. Donc, on fait une autoroute, c'est-à-dire une structure qui était gratuite, payée par la solidarité nationale, que l'on fait payer maintenant à l'usager. Donc, effectivement, aujourd'hui, invoquer la question de la pauvreté de ces territoires quand on prend une décision qui va faire que ce sont les usagers qui vont être conduits à payer pour une infrastructure qu'ils avaient déjà payée par le biais de leurs impôts, j'avoue que c'est un sophisme qui m'échappe un petit peu, mais passons. Et donc, vous nous disiez avoir été très soucieux de la question du tarif, et nous aussi, nous sommes très soucieux de la question du tarif. Nous sommes d'autant plus soucieux qu'à ce stade, nous n'avons toujours pas de réponse du ministère sur à combien vont s'élever les tarifs pour cette autoroute, puisque c'est quelque chose qui est décidé entre le concédant et les concessionnaires, mais que l'ART nous explique qu'en général, ce sont les taux moyens, les tarifs plafonds, qui sont utilisés, et qu'en tout état de cause, s'il devait y avoir une modification substantielle au niveau des tarifs, l'ART serait saisie et donnerait un avis défavorable, mais comme ce n'est pas un avis conforme, les politiques pourront y déroger. C'est leur droit, puisque c'est justement pour cela qu'ils ont cette capacité. Mais l'ART, évidemment, nous dit qu'elle donnerait un avis défavorable si c'était une modification substantielle, parce que dans le contrat, à l'article 25.5, sur l'évolution des tarifs après la mise en service de l'autoroute, tout est déjà prévu pour que ces tarifs soient révisés une fois par an à partir de l'année N+1, N étant la première année civile comportant plus de 3 mois d'exploitation de l'autoroute dans sa totalité. Or, dans la mesure où il est prévu que cette autoroute ouvre en septembre 2025, on verra, cela veut dire que ces 3 mois, c'est l'année N, et que donc dès février 2026, il est prévu dans le contrat, sans avoir besoin de solliciter l'ART, puisqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle qui déroge au contrat, puisque c'est prévu dans le contrat, qu'il y ait une augmentation des tarifs. Et donc, est-ce que vous pensez qu'au niveau des contrats de concession, cette situation qui, aujourd'hui, par le même gouvernement, puisque c'est la même majorité, a révélé que les concessions conclues bien longtemps avant avaient révélé des super profits, a mis en place au titre de l'PLF 2024 une taxe pour les concessionnaires autoroutiers. Or, on retrouve dans le contrat qui a été, que vous avez validé et qui a été signé au moment où vous étiez Premier ministre, exactement les mêmes conditions, à savoir d'une possibilité, sans avoir à demander l'avis de l'ART, puisque ce n'est pas substantiel et que c'est prévu au contrat, d'augmentation des tarifs dès février 2026. Est-ce que vous aviez connaissance, est-ce que vous avez été alerté sur cette situation et est-ce que, si vous n'en avez pas été alerté, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous inquiétez de ce que les usagers tarnais, puisque ce sera quand même un ouvrage de desserte locale plus que de transit international, vous vous en conviendrez, puisque ça s'arrête à Castres, que les tarnais soient évidemment sur ce sujet-là très étonnés au moment où les tarifs vont sortir, mais je ne désespère qu'avant la fin de la commission, j'ai accès enfin à une information que j'ai demandée à plusieurs reprises, de savoir quels étaient les taux plafonds pour pouvoir calculer les tarifs que les tarnais sont en droit, et les élus d'ailleurs aussi, puisqu'ils ne le connaissent pas, sont en droit de connaître. Peut-être, monsieur le Premier... Et j'aurais une dernière question, mais voilà. Oui, peut-être, monsieur le Premier ministre, simplement pour vous dire que, peut-être de manière un peu présentée différemment par madame la rapporteure, il nous a été dit par le ministère des Transports et par l'ART qu'on avait un prix de péage, au moins pour les usagers personnes physiques, qui serait dans la moyenne plutôt basse de ce qui se pratique. Non, moins 7%, oui, c'est tout. Moins 7%, c'est des taux moyens. C'est toujours un moins. Taux moyen, et peut-être pas taux pour répondre plancher. Peut-être à la question, est-ce que vous avez un avis, là, pour le coup, sur les clauses contractuelles du contrat de concession, puisque c'est l'objet de ce que souhaite... voir éclairé madame la rapporteure. Je vous remercie, le Président, de reformuler ma question qui me paraissait très claire. Je pense que c'est quand même malgré tout important qu'on se dise les choses. On a un contrat de concession qui fixe des clauses contractuelles. Je ne suis pas sûr que monsieur le Premier ministre, il a un intérêt à avoir un avis ou il a un avis sur la manière dont sont mises en place ces clauses contractuelles qui sont prévues et qui sont parfaitement légales. Mais peut-être que vous voulez nous apporter une réponse, monsieur le Premier ministre. Madame,
on est dans un état de droit. Les cahiers des charges des concessions sont fixés, vous le savez, sous le contrôle de l'autorité de régulation des transports. Vous avez d'ailleurs rappelé la procédure. Bon. Pour savoir, au cas d'espèce, si le niveau du péage sera trop élevé, insuffisamment élevé, d'abord il faudra le connaître, vous l'avez dit, et il sera fixé le moment venu. D'autre part, en réalité, là aussi, il faut que la Commission soit claire. Si il n'y avait pas de décision de créer une autoroute, c'est-à-dire un ouvrage concédé avec un financement une partie du financement par l'usager, il n'y aurait jamais eu d'autoroute et jamais d'infrastructure routière. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Ben oui, les crédits budgétaires étant ce qu'ils sont, je doute, en tout cas à ce rythme, vous avez parlé de septembre 2025, qu'à cette échéance, on aurait pu avoir une infrastructure routière de qualité reliant le bassin toulousain à Castres-Mazamet. Bon, donc effectivement, il y a un péage, on peut contester, mais il y a un péage qui est la condition même de la réalisation. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé, ce qui rejoint la question de la durée de la concession. Ben forcément, hein, plus la concession est longue, plus le péage est faible. Et ce qui renvoie, je me suis déjà exprimé là-dessus, sur le fait, mais ça, Madame la rapporteure, ce n'est pas propre à cette autoroute-là, qu'effectivement, et c'est un mix entre une route totalement gratuite, c'est-à-dire financée à 100% par les deniers publics, ou péage. Ben, qu'est-ce qu'on a fait au cas d'espèce? On l'a rappelé, il y a une contribution de l'État et des collectivités territoriales, justement pour limiter, parce que voilà, il y a des questions de pouvoir d'achat, pour lesquelles vous avez raison, il faut qu'on soit sensible, pour limiter le niveau du péage et de ses évolutions. Bon, c'est un équilibre, c'est la condition de réalisation de cet équipement. Il y a de la solidarité nationale, de la solidarité locale, du péage, et c'est cet ensemble qui permet que, encore une fois, ce territoire sera désenclavé, qu'on pourra favoriser son développement et qu'on réussira, on va dire, à respecter les populations locales. Voilà. Donc ces débats sont parfaitement légitimes, il faudra suivre l'évolution du péage, mais il me semble en tout cas que ce que vous décrivez, et les procédures que vous décrivez, surveillées par l'autorité de régulation des transports, s'inscrivent dans un process normal. Si vous cherchez à dire, mais je n'ai pas compris que c'est l'objet de votre commission d'enquête, évidemment, on aurait préféré deux voies non concédées. Oui, évidemment, là, il n'y aurait pas de péage. Mais je ne suis pas sûr non plus, Madame la rapporteure, par rapport à vos interrogations initiales, qu'une deux voies non concédées aurait été aussi exempte de toute atteinte environnementale. Bon, donc, je trouve que c'est un équilibre qui a été trouvé là. Le péage est effectivement une modalité de financement de cet équipement. Il faut qu'il soit raisonnable, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je le pense, sous le contrôle de l'ART, la durée de la concession a été adaptée et les contributions publiques d'équilibre ont été recherchées. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la rapporteure. Donc, en clair, vous me dites que dans ce dossier, mais je le comprends parfaitement, vous n'avez pas été alerté sur un prix de péage particulier, et donc vous ne savez pas sur combien vous ne savez pas. Attendez, vous ne savez pas à ce stade, évidemment. Mais moi non plus, c'est pour ça. Donc, mais personne, en fait, ne le sait, ni les élus locaux favorables, ni les élus locaux non favorables. Le prix du péage, Monsieur le ministre. Personne ne le sait. Le niveau, Monsieur le Premier ministre. Mais je me demande bien, je voudrais pouvoir terminer quand même, Monsieur le Président. Je me demande bien d'ailleurs qui est au courant, si ce n'est le ministère, puisque les seuls à certainement pouvoir me renseigner, c'est le ministère qui, pour l'instant, ne me répond pas. Mais nous aurons, d'ici la fin de la commission, je n'en doute pas, une réponse à cette question, et notamment sur les taux plafonds qui sont traditionnellement, comme nous l'a expliqué l'ART, ceux qui sont choisis par le concessionnaire, et on peut les comprendre, puisqu'ils ont la possibilité de prendre des taux plafonds de façon traditionnelle, ils prennent les tarifs plafonds, puisque, en l'occurrence, c'est ceux qui sont légalement prévus dans le contrat et qui seront susceptibles, au 1er février 2026, d'être augmentés. Je termine, en ce qui me concerne en tout cas, sur la question, évidemment, des sujets auxquels j'ai été confrontée dans le cadre de cette enquête, parce qu'avant de décider de cette commission d'enquête, j'avais demandé, alerté évidemment, et par la mobilisation sur ce dossier,
j'avais demandé de disposer de ce contrat en tant que rapporteur du rapport spécial transport, qui me donne des prérogatives identiques d'ailleurs à celles que nous avons au niveau de la commission d'enquête. Il a fallu que je m'y prenne à 3 fois pour obtenir ce contrat, puisqu'il m'avait été envoyé, on m'a envoyé d'abord, dans un premier temps, à le consulter dans les bureaux du ministère, puis ensuite on m'en a envoyé, suite à ma demande, une version grisée, et puis finalement, suite à ma nouvelle demande, une version non grisée. D'ailleurs, j'ai remercié M. Balderelli de m'avoir envoyé ces 2 versions, parce que ça me permet de voir ce qui était couvert par le secret des affaires et ce qui ne l'était pas, de façon beaucoup plus facile que s'il m'avait envoyé la version non grisée dès le départ. Et donc, c'est sur la base de ces recherches que nous avons décidé ensuite cette commission d'enquête. Et franchement, je voudrais vous poser cette question, vous, en tant qu'ancien responsable, chef de gouvernement et Premier ministre, mais également citoyen, de ce que vous pensez de secret des affaires appliqué évidemment dans le cadre de la concession. On peut le comprendre, l'exercice de la concurrence, évidemment, entre les différents concessionnaires, mais d'un secret des affaires qui va être appliqué sur ce dossier s'il n'y avait pas eu la commission d'enquête pendant 55 ans. Est-ce que vous pourriez me donner votre opinion et votre sentiment sur ce sujet-là, s'il vous plaît ? Monsieur le Premier ministre, sur le secret des affaires. Madame, le secret des affaires est fixé par la loi et la jurisprudence. Le secret des affaires est fixé par la loi et par la jurisprudence, j'insiste. Il existe, pour de bonnes raisons, il y a des autorités auxquelles il n'est pas opposable. C'est l'état de droit et la démocratie, voilà. Si vous jugez que le secret des affaires va trop loin que modifier la loi, si vous êtes ici le Parlement, je n'ai pas compris, j'ai compris, madame, moi je ne fais pas de commentaires, j'entends ce que vous me dites, que vous aviez eu un peu de mal à obtenir des informations, mais ça, bon, je ne peux pas me mêler de ça. Enfin, vous les avez eues, hein. Bon, donc je veux dire, je n'ai pas, madame, de position de principe sur le secret des affaires. Je peux très bien en comprendre la justification. C'est au législateur de l'organiser et c'est à ceux auxquels il n'est pas opposable d'obtenir les informations nécessaires. Voilà. Mais, moi, je veux dire, ce que je n'ai pas entendu, peut-être vous avez eu des obstacles, etc., vous avez décrit un certain nombre de choses, c'est, je ne sors pas de cette audition, mais disant, mais voilà, en levant le secret des affaires, en faisant mes investigations, j'ai trouvé des choses qui vous auraient, monsieur le Premier ministre, été cachées et qui vous auraient conduit à prendre une décision différente de celle que vous avez prise en septembre 2021. Je n'ai pas entendu ça, madame la rapporteure. Ça n'a pas duré assez longtemps. Ah, peut-être, d'accord. Ma question était très claire. Je vous pose la question là en tant que citoyen, contribuable, usager de probablement cette autoroute, puisque vous aimez beaucoup ce département du Tarn, et je suppose que vous pourrez l'emprunter. Donc vous, en tant que citoyen, contribuable, usager, est-ce que vous approuvez que le secret des affaires puisse s'appliquer non pas simplement au moment de la signature du contrat de concession, mais pendant 55 ans? Je n'ai pas à approuver ou désapprouver ça. Le tout, c'est que, madame, que ce soit 10 ans, 12 ans, 55 ans ou 165 ans, l'essentiel, c'est que la représentation nationale, l'autorité judiciaire, c'est-à-dire ceux à qui on doit rendre des comptes et qui doivent faire la lumière, eh bien, qu'ils puissent faire leur travail en toute indépendance. C'est ça, c'est pas que ce soit 55 ans ou 39 ans, je ne vois pas ce que ça change à la réponse, à la nature de la réponse, ni des pouvoirs dont vous disposez pour faire la lumière sur n'importe quel sujet, sur celui-là en particulier. Et alors, que faites-vous du pouvoir et des droits des citoyens, dans le cadre des enquêtes publiques, de disposer de l'information qui leur permet d'apporter et d'être éclairés sur l'ensemble des dispositifs, notamment par rapport à un changement de pacte d'actionnariat, notamment par rapport, évidemment, à l'hypothèse de fermes solaires qui n'ont pas été soumises à l'autorité environnementale, notamment, enfin, je peux vous donner plein d'exemples, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, vous pensez que le débat, les citoyens n'ont pas le droit d'être éclairés lorsque une enquête publique, au moment de l'autorisation environnementale, est ouverte? Les citoyens sont éclairés dans le cadre d'un certain nombre de restrictions prévues par le législateur. Il y a le secret défense, il y a le secret des affaires, d'accord? Si vous estimez, vous, que ce secret est trop fort sur le législateur, qu'on fasse évoluer la loi, le principal, je le répète, c'est que
dans le cadre des lois de la République, ceux qui doivent avoir accès aux informations puissent en disposer. Voilà. Après, il y a un certain nombre de données qui doivent être protégées. Le droit des affaires, que je sache, n'est pas propre à la France. Tous les États de droit et toutes les démocraties ont un secret des affaires. Au moment du contrat de concession. Au moment du contrat de concession, enfin, mais c'est une question, comment vous dire, générique et de principe que vous posez sur l'existence même des droits des affaires. Si on l'ouvre à tout le monde, il n'y a plus de droit des affaires. Bon, pourquoi pas? Mais en fait, ce n'est pas ce que prévoit la loi française. Il y a un secret des affaires. Comme il y a un secret défense, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être communiquées, sauf, je le répète, parce qu'il y a de bonnes raisons, aux autorités mandatées. Voilà. Et pour tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel, c'est la transparence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la rapporteure. Eh bien, nous en finirons là, puisque notre débat citoyen, manifestement, ne nous conduit pas sur les mêmes voies, et en tout cas sur les mêmes propositions éventuelles, qu'effectivement le droit des affaires, qui est un spectre très large au moment de la concession qui a été signée, ou de toutes les concessions, il n'y ait pas lieu qu'il ce soit un spectre très large au moment où le débat citoyen doit s'engager, puisque ça, c'est une procédure légale, le débat citoyen, dans le cas des enquêtes publiques. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce qui me concerne, merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à toutes mes questions, même si vous avez répondu à toutes les questions. Évidemment, je ne m'en doutais pas forcément dans le sens qui est le mien, mais c'est le débat démocratique, vous l'avez dit, et que sur certains sujets, vous avez, je pense, un petit peu évité le débat, et notamment sur ce point-là où j'aurais aimé vous entendre parler en tant que citoyen, non plus en tant que Premier ministre, chef de gouvernement. Mais peut-être à l'abri des micros, Monsieur le ministre. Je ne vous dirai pas des choses différentes à l'abri des micros, ne laissez pas croire ça, qu'en toute transparence ici, madame. Allô. Oui, c'était au moins sous-entendu. Si vous ne l'avez pas laissé croire. Monsieur le Premier ministre, à mon tour de vous remercier encore une nouvelle fois pour votre présence aujourd'hui à cette commission d'enquête. Je pense, moi, que votre présence a permis de encore faire preuve et œuvre de transparence pour nos concitoyens, notamment sur le rôle d'un Premier ministre qui est nommé à un stade d'un process qui est attendu à l'arrivée de cette infrastructure autoroutière. C'était important de vous entendre sur ces nombreux sujets. Merci à titre personnel, encore une nouvelle fois, d'avoir pu annoncer cette bonne nouvelle à nos Sud-Tarnais lors de votre déplacement à la Garrigue. Je pense que c'était encore une fois une annonce qui venait réparer une injustice. Vous l'avez dit dans vos propos, je me permets de le rappeler ici parce que c'est évidemment le sentiment de la majorité des Sud-Tarnais qui prédomine quant à l'arrivée très attendue de cette infrastructure autoroutière qui doit évidemment désenclaver le sud du Tarn. Merci encore une nouvelle fois pour votre présence, Monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur. Et je vous enverrai par écrit mes réponses à vos questions, madame la rapporteure, comme c'est normal.